C'est un thème extrêmement accrocheur et j'ai envie de dire intemporel, mais encore plus depuis la prochaine investiture de Donald Trump le 20 janvier. Les USA, démocratie ou théocratie, on a une demi-heure avec toi et tu vas nous en parler. Alors attends, au préalable, je te dis la journée du jour international. C'est très important. Il n'y a pas de lien, hein? Il n'y a pas de lien, mais quand même, c'est la journée du bain mousse. C'est-à-dire qu'on se met dans une baignoire et on est là, on est bien. Voyons voir si ce qui suit va être la même chose. Allez, on est parti. On est parti. Merci Richard. Fabrice, quelle transition? Quelle transition? Tu sais que je commence toujours mes émissions par une sentence. Exactement. Et celle du jour est celle-là. Tu obéis pour que ça s'arrête, mais c'est parce que tu obéis que ça continue. Tiens. C'est un graffiti sur les murs. Et tu sais, souvent c'est sur les graffitis des murs que se trouve la poésie de l'humanité. Très bien dit, cher ami. Alors, sur ma thématique qui m'est venue, le fil conducteur, ce que tu as dit, les États-Unis, démocratie ou théocratie, ça m'est venu vraiment au dernier moment parce que je ne savais pas comment l'intituler. Et en fait, on pourrait... Très bien choisi comme titre, en tout cas. Ouais, merci. Et tu verras qu'elle a du contenu, c'est-à-dire c'est pas n'importe quoi que j'ai pris comme titre. On pourrait traiter d'ailleurs très rapidement l'histoire des États-Unis, parce que les États-Unis n'ont pas d'histoire. Ou si tu veux, l'histoire des États-Unis, c'est même pas l'ongle, c'est le vernis à ongles qui se trouve dessus, tellement l'épaisseur de l'histoire est ridicule. Si tu la compares notamment à l'histoire de la Chine millénaire ou de la Russie millénaire. Je veux dire, ces deux pays, quoi qu'on pense de ces pays et de leurs dirigeants, il faut bien comprendre qu'elles ont une épaisseur historique. Les États-Unis n'ont pas d'épaisseur historique. Ils ont une épaisseur économique. Même plus. Même plus. Tu n'as pas... Enfin, vous n'avez pas écouté Emmanuel Todd. Les États-Unis sont en crise majeure. Oui, mais on va y revenir. Depuis des décennies, oui, on aura l'occasion de... J'anticipe. Mais pour traiter l'histoire américaine, c'est facile. Il faut partir de ce qu'on appelle le Tea Party, qui s'est passé à Boston, et où, je crois que c'est entre 20 et 30 Bostoniens qui sont montés sur des bateaux anglais, déchargés des marchandises, plus exactement des ballots de thé, qui venaient de Chine. Tu vois déjà, d'ailleurs, le rapport avec la Chine. Et, je répète, entre 20 et 30. Et ce sont ces 20 à 30 personnes qui ont déclenché ce qui est appelé la Révolution américaine. Si tu compares terme à terme la Révolution française, qui est, si tu veux, le point de comparaison avec la Révolution américaine, qui a donné la République américaine. Oui. Nous sommes d'accord. Mais la Révolution française, la date fondatrice de la Révolution, c'est pas les États généraux, c'est même pas l'appel du jeu de paume, c'est la prise de la Bastille. Or, la prise de la Bastille, c'est pas 22 gus, c'est pas 30 gus. Ce sont des milliers de Parisiens descendant des faubourgs populaires du faubourg Saint-Honoré, allant conquérir la Bastille pour y récupérer les fusils. Donc, si tu veux, déjà, tu vois la différence entre le principe de la Révolution américaine, où c'est une trentaine de gus qui prennent le pouvoir, avec la Révolution française, où c'est une masse du peuple qui descend. Le rapport n'est pas le même. Bon, pour autant, il y a des impacts. À la limite, en France, pour traiter la Révolution américaine, on pourrait parler d'émeutes. C'est ce qui se passe lorsqu'il y a des événements en France, dans les quartiers. On parle d'émeutes et nous, on dit révolte. Mais tu vois, c'est pas une révolution. Et c'est seulement après que les Anglais, en voyant l'armée pour essayer de rétablir l'ordre, comme nous on disait en Algérie d'ailleurs, rétablir l'ordre, que Louis XVI, par opportunisme politique, parce que Louis XVI, c'est pas pour la République américaine. La République américaine, ça lui parle pas. Mais tout simplement pour faire la nique aux Anglais. C'est pour emmerder les Anglais qui nous foutaient la raclée partout. Que la France est venue en aide aux Américains et en rappelant qu'en plus,
La moitié de ce qu'on appelle les États-Unis aujourd'hui était constituée de ce qu'on appelle la Louisiane, c'est-à-dire la plus grande province française, et qui a donné d'ailleurs le nom du département de l'État de Louisiane aux États-Unis. Mais c'est ridicule par rapport à ce qui existait et qui s'appelait la Louisiane, et qui a été vendu par Napoléon Ier pour un paquet de figues. Et après... Il y avait des Indiens aussi. Alors, Dany a raison de souligner ça, et il y a un deuxième point sur lequel Dany a attiré mon attention, et tu vois, ça va être extrêmement rapide, l'histoire américaine. Ce n'est qu'une succession de guerres. Les États-Unis ont toujours été en guerre. Ça a été la guerre et la destruction des Amérindiens, premier génocide au monde, et ça, là, pour le coup, personne ne peut le contester. Mais après, ça a été la guerre de sécession, où là, c'est ce que j'allais te dire. Ouais. Ça a été douloureux et cruel pour les États-Unis. Là, il y a de l'histoire, si tu veux, parce que c'est du sang américain qui a coulé, et c'était une guerre civile. Mais après, c'est quoi? Ce sont les guerres coloniales. C'est la Seconde Guerre mondiale qui fait... Il y a eu un excellent reportage qui est passé sur LCI, exceptionnellement, qui était tout à fait intéressant. Dans le cadre de la Seconde Guerre mondiale, il faut savoir... Ça leur arrive parfois. Hein? Ça leur arrive parfois, oui, LCI. Mais je le dis, c'est parce que quand c'est bon, quoi. Et qui traitait en parallèle l'histoire de l'intervention américaine dans la Seconde Guerre mondiale et l'histoire de De Gaulle. Mais il faut savoir que les Américains étaient opposés à De Gaulle. Ils avaient un projet d'asservissement de la France aux États-Unis, qui était le projet Amgot. Et les Américains ne sont intervenus à l'Ouest, ce qu'on appelle le Second Front, alors que Staline le demandait depuis le début de l'invasion de l'URSS à l'époque. Il demandait l'ouverture d'un second front, et les Américains n'y ont été que lorsqu'ils ont eu peur que les Russes aillent jusqu'à l'Ouest. C'est la seule raison. Il n'y en a pas d'autre. Hein. Donc c'est pas si les Ricains nous ont sauvés, c'est si les Popov nous ont sauvés. 27 millions de morts, 300 000 Américains, c'est 300 000 de trop. Et après la Seconde Guerre mondiale, ça a été, je suis désolé de le dire, une succession de guerres. Une succession de guerres. Rappelons-nous le Vietnam. Rappelons-nous la Corée. Rappelons-nous les Philippines. Et après, une fois que l'URSS a été implosée, tu as eu coup sur coup la Yougoslavie, la Serbie, tu as eu l'Irak, 2 fois l'Irak, 2 fois la Syrie, la Libye. Observe d'ailleurs, et c'est un rapport avec la question de Dieu, c'est que les États-Unis sont intervenus dans tous les pays où il y avait en fait une république laïque. La Syrie, la Libye, l'Irak. Et se sont entendus par contre avec les États qui étaient des royaumes. Royaume d'Arabie Saoudite, qui était leur allié traditionnel et historique. Jusqu'à la guerre d'Ukraine, et moi je le dis parce que la prochaine fois, je l'annonce déjà, on fera 3 ans de guerre en Ukraine, mais la guerre d'Ukraine est une réplique de la guerre en Afghanistan, de la guerre au Vietnam, parce que c'est la volonté de l'Empire de dominer. Mais, plus grave, venons-en au fond. J'ai écrit un papier qui s'appelle « États-Unis, démocratie ou théocratie ». Pourquoi ? Pas parce que c'est l'envie de Fabrice d'à tout prix ranger les États-Unis comme étant une théocratie. Il y avait aussi un lien avec l'investiture de Donald Trump, il y avait une temporalité, voilà, il y avait quelque chose à dire. On y reviendra sur Trump. Mais surtout les dollars américains, oui, sur chacun des billets de dollars américains, il est écrit la phrase « In God we trust », ce qui veut dire « En Dieu nous croyons ». Mais t'imagines si Jésus-Christ, le pauvre, savait qu'il était juste imprimé sur un billet qui de plus ne vaut rien, mais qui représente $1. Parce que le billet de $1 ne vaut que, en termes de valeur réelle, que la valeur du papier et de l'encre utilisée pour l'imprimer. Et donc, nous avons sur ce qui est le symbole des États-Unis et leurs moyens de paiement des Américains tous les jours,
In God we trust. Et je rappelle qu'à chacune des interventions du président américain, il termine par God bless America, ce qui signifie que Dieu bénisse l'Amérique. Et donc on voit bien que sur le fond, les États-Unis ne sont pas une démocratie au sens de la définition de ce qu'est la démocratie. Alors je rappelle ce qu'est une démocratie. Une démocratie, c'est démos kratos, c'est le pouvoir du peuple, en grec. Et cela s'exprime par l'idée que c'est le peuple qui est souverain. Dans notre Constitution, il est écrit « le peuple souverain ». Les députés sont les représentants du peuple souverain. D'accord ? Donc quand tu mets au-dessus des lois de l'État la notion de Dieu, quelle qu'en soit la forme, soit sous la forme du dollar, soit sous la forme de la phrase « In God we bless », ça veut dire que tu te ranges sous l'idée de Dieu au-dessus de la loi des hommes. Et d'ailleurs, toutes les interventions américaines militaires se sont faites au nom de Dieu. Donc tu vois bien que là se pose véritablement un problème. Et ça explique aussi les rapports étroits qu'entretient les États-Unis avec Israël, puisque Israël est un État qui se prétend juif, c'est-à-dire mettant un texte biblique qui, je crois, s'appelle la Torah, au-dessus des lois humaines. Donc on n'est pas dans une démocratie, on est bien dans une théocratie où c'est au nom de Dieu que l'on gouverne et non pas au nom des hommes. Je ne sais pas si... je pense que la démonstration vaut quelque chose. Mais voilà, et si tu veux, ce qui est gravissime, à la limite, je veux bien qu'on discute mon insertion, la démonstration que je viens de faire. Parce qu'elle peut se discuter. Parce qu'aux États-Unis, tu as des formes démocratiques, tu as des élections, tu as des candidats, tu as une pluralité de partis, et encore, c'est démocrates républicains, il n'y a pas d'autre choix. Bon. Mais formellement, tu es sous la démocratie. Mais le problème, c'est de passer des aspects formels, parce que la Russie, formellement, il y a aussi des élections, et tu es en démocratie, c'est-à-dire en pouvoir du peuple. Là est la vraie question. Et on en vient alors à la manipulation la plus lourde que nous ayons eue, puisque comme tu l'as dit, le 20 janvier, je ne sais pas si c'est le 20 ou le 21 janvier, j'ai un doute. Le 20 janvier. C'est bien le 20. Fais confiance à Antonino Galère, mon cher Fabrice. Je te fais confiance. Donc c'est l'investiture de... Mais il y a encore un doute, puisque je crois que le... Pour le décalage horaire, peut-être. Non, c'est pas ça. Mais tu as le président du Sénat, je crois, qui doit valider l'élection, et il est mis en cause par les Républicains parce qu'il a voté une partie des budgets. Donc tu peux avoir un changement de président au Sénat qui fasse que l'investiture est reculée. Je l'ai lu, quelque part. Mais tu tombes sur ces élections américaines. Moi, je me suis régalé. Je me suis régalé, pourquoi ? Pas parce que j'aime Trump. Trump, c'est un fasciste. Observe que la première personne qui l'a invité, c'est Meloni, qui vient du MSI italien, qui est un mouvement, faut le dire, fasciste, néo-fasciste, pour être extrêmement précis. Mais donc, je me suis régalé parce que tout le monde, rappelle-toi comment étaient les médias surexcités à 24 heures de l'élection. Oui, des nouveaux sondages donnent Kamala Harris en tête. On nous a fait la propagande. Enfin, tu es d'accord avec moi? Tout à fait. Ça, c'est important ce que tu dis. Vous êtes d'accord avec moi? Les médias ont joué une campagne en disant Trump est battu, quoi. Et Kamala Harris. C'est l'espoir aussi de certains pays. Non, mais c'est de l'idéologie, c'est de la propagande, c'est l'idée de dire non, les Américains sont trop intelligents, ils ne peuvent pas voter comme une bête pour une bête comme Trump. Or, le problème, c'est que... Ils avaient déjà voté pour lui avant Joe Biden, donc forcément. Oui, et on va y revenir. Mais la différence entre Trump et Harris fut la même que lorsqu'il y a eu Trump et Clinton. C'est que d'un côté, tu avais un programme, les républicains. Alors, tu pouvais discuter, c'était pas un programme humaniste, hein. Bon, on est clair. Mais tu avais un programme.
Et de l'autre, tu n'avais rien. Tu avais les valeurs. Trump est un méchant, un dur. Il est contre les femmes, il est contre l'avortement. Mais camarades, ça ne donne pas à manger tout ça. Or, le problème, c'est que le vote, même si on chipote, on peut discuter de beaucoup de choses. Il y a l'idéologie, je suis d'accord, hein, surtout en France. Mais le vote, c'est l'expression d'une matérialité sociale. Tu sais, ça fait plus d'1 an que je vous parle au niveau international de ce que j'appelle la tectonique des plaques. Oui, tout à fait. Tu l'as Vous dit à êtes plusieurs d'accord, hein? reprises. Et bien maintenant, je viens de me rendre compte que dans les médias dominants, ils parlent de tectonique des plaques. Incroyable. Fabrice Fabrice Aubert, notre visionnaire sur les ondes du 80. Non, pas visionnaire. Non, ça, je refuse. Non, analyste, tranquille. Très bien. Marxiste, ça, pas de problème. Mais non, pas visionnaire. Pas visionnaire, j'analyse les choses. C'est déjà très bien. Il nous reste un petit quart d'heure sur les ondes de Radio-Canada 80.4, toujours en direct. Et alors? Economicus de Communicus pour la trame, les USA, démocratie ou théocratie, Fabrice Aubert? Ouais, t'imagines un peu, le résultat, ça a été 267 pour les Républicains, 224 pour Harris, au point que à 22h30, Harris, elle avait replié les Gaules, et toutes les stars qui devaient venir pour soutenir l'élection d'Harris étaient reparties, j'ai failli dire la queue entre les pattes. Excusez-moi l'expression. Donc la déroute a été complète. Et si tu veux, il faut analyser pourquoi. Pourquoi ça a été une déroute? Ça a été une déroute parce que les résultats réels de l'élection, c'est que ça a été... Trump n'a pas gagné l'élection. Trump a perdu 2 millions de voix par rapport aux élections précédentes. Mais Harris a perdu 14 millions de voix entre 2 élections. Donc en fait, c'est une défaite démocrate et non pas une victoire. Il y a eu... attends, que je lise les chiffres pour que je ne dise pas n'importe quoi. Chiffre à l'appui. L'abstention a été de 33%. Elle monte à 50% chez les 18-30 ans. C'est-à-dire ceux qui étaient les plus enclins à aller voter ont refusé d'aller choisir entre Trump et Harris. Ouais, voilà. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de programme social. Et tu penses que c'est cet élément-là qui a changé la trajectoire du vote? Bah, donne-moi une autre raison. Non, mais c'est intéressant ce que tu dis. Donne-moi une autre raison. Je pense que malheureusement la personnalité d'Harris s'est éteinte par rapport au tout début où il y a eu l'engouement. Ça s'est enflammé, hein, bon. Et ensuite, je pense que son niveau de campagne était très bas. Bien sûr, il y avait un programme inexistant, c'est clair. Mais en plus, il y a de l'eau qui tombe. Mais en plus, je pense qu'elle n'était pas de niveau pour contrer Trump. Non. Je pense. Mais en plus, c'est vrai que le programme était pas bon. Voilà, c'est ce que je pense. Mais c'est ton avis, mon cher Richard. C'est surprenant quand même, tout de même, de voir qu'aujourd'hui, les gens votent. Je ne sais pas comment ils réfléchissent pour voter. Je ne sais pas. Sincèrement, je suis surpris. Ouais, alors... Je suis surpris parce que, d'accord, ils voient leur porte-monnaie terre à terre, hein, si j'ai bien compris à peu près ce que tu as dit. Mais je pense que la lorgnette, elle est trop petite, quoi. Fabrice Aubert. Moi, je conteste complètement ce que tu as dit parce que tu inverses les choses. Tu commences par la personnalité de Harris et ça a été le discours des médias dominants. Or, la réalité, c'est une réalité matérielle. C'est pas que Trump fait du social, les gens, c'est pas ça, mais ils refusent le discours des démocrates qui consiste à mettre de la vaseline idéologique et, si tu veux, de valeur en lieu et place d'un vrai programme. Tu aurais eu, d'un coup, comment il s'appelle, j'ai plus son nom, le candidat démocrate qui s'opposait à Biden au début. On va l'avoir. Je t'en prie, poursuis qu'il nous reste peu de temps. Le sénateur du Vermont. Oui. Ça va revenir, on va l'avoir. Sanders.
Bernie Sanders. Oui. Ben Bernie Sanders, il était pour la création d'une sécurité sociale à la française. Observe, et ça c'est très intéressant ce qui s'est passé. Le jeune qui a tué, qui a assassiné dans la rue un patron américain responsable des systèmes de santé privés aux États-Unis et qui est soutenu par la population américaine. Alors, il ne s'agit pas de soutenir l'assassinat en tant que tel, mais de comprendre ce qui s'est passé. C'est que aujourd'hui, tu as 45 millions d'Américains qui sont privés de couverture santé, qui ne peuvent pas se soigner. Pire, je vous ai envoyé une vidéo de Blast, je crois, Oui. qui vous expliquait combien, je ne sais plus quelle est la société américaine privée, qui a donné des médicaments qui étaient une véritable drogue et qui ont tué 650 000 Américains. Ouais, avec une dépendance, et en plus ça coûtait de Et l'argent. la construction d'une coûtait de l'argent. dépendance. Et c'était ce qu'on appelle un calmant, c'est-à-dire c'était pour réduire la sensation de mal-être. Mais tu ne règles pas le problème, c'est de la drogue qui a été vendue. Alors quand tu es dans un système qui tue ses propres enfants, tu es véritablement dans un système assassin. Système. Et c'est d'ailleurs l'un de mes papiers où je dis, le dernier papier que je fais, élection américaine, la face cachée, la grande défaite du capitalisme. Pourquoi ? Parce qu'en fait, lorsque tu regardes le vote tel qu'il s'est exprimé, les votes démocrates n'ont été que les votes sur la côte américaine, Est et Ouest, c'est-à-dire là où se trouvent les grandes métropoles, c'est-à-dire là où la mondialisation est complètement dominante, puisque ce sont de ces métropoles américaines que partent les ordres de commandement des flux financiers, d'investissement ou de désinvestissement, et d'éventuelles productions. Ce qui fait la défaite démocrate, c'est ce qui faisait sa victoire auparavant. Et c'est par trahison de la classe ouvrière, et ça Bernie Sanders l'écrit de manière directe, que les Américains n'ont pas été votés démocrates. Ce qu'on appelle the Belt Saint, la ceinture américaine industrielle, c'est-à-dire du nord de l'Amérique, qui auparavant votait démocrate, a tout basculé pour un vote républicain. Pas parce que les ouvriers sont convaincus du fait que Trump va faire mieux, mais parce qu'ils ne veulent plus de la trahison qu'ont engendré les démocrates. Et celui qui ouvre la porte à Trump, c'est Obama. J'ai le déplaisir de vous le dire, puisqu'au moment où il y a eu le duel Obama, je ne sais plus contre qui, j'arrive plus à lire, la Rust Belt votait démocrate. Et en fait, durant les années Obama, tu as eu une chute industrielle avec le commerce américain qui est venu en masse aux États-Unis. Et dans le même temps, pour compenser, et c'est là où on voit toute hypocrisie, la social-démocratie à l'américaine, la montée de l'aide alimentaire. C'est-à-dire l'aide alimentaire démocrate, incontestable, est venue compenser le fait que la destruction industrielle a engendré de la destruction d'emplois ouvriers. Mais les gens ne votent jamais pour l'assistanat. Ils ne votent pas pour toucher les subventions. Ils ne votent pas pour avoir de l'aide alimentaire. Ils votent pour avoir un bon emploi, bien payé, correctement rémunéré. Et ce qui s'est passé là aux États-Unis, et le fait que c'est Obama qui a ouvert la porte à Trump 2 fois, la première fois directement, et la seconde fois indirectement par le soutien à Kamala Harris, eh ben, il faut l'appliquer aussi en France. C'est-à-dire toutes les tentatives actuelles de nous ramener vers la social-démocratie socialiste, pour dire les choses, de négocier un budget, de négocier la retraite, pour un espèce de blocage, rediscussion qui ne fera pas avancer la réalité sociale, la matérialité sociale du pays, eh ben, est voué à un échec désastreux, parce que c'est contre le mur de l'argent qu'en permanence les politiques de gauche se sont brisées. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Une fois de plus, le vote est l'expression d'une matérialité sociale. Je peux pas le dire autrement.
Voilà, en quelques mots sur les États-Unis. Alors, je ne vous ai pas fait, mais... Alors, il y a un truc que tu vas pouvoir m'expliquer plus correctement, parce que bon, moi, je vais pas... On dit que c'est... Il nous reste 6 minutes, je t'en prie, Richard. Le capitalisme, que ça s'est fait. C'est bien ça. Mais Trump, etc., représente qui, en fait? Ah, mais il représente les capitalistes, il n'y a pas de problème. C'est un milliardaire, oui, on le rappelle. Ça va contre le capitalisme, et hop, c'est lui qui passe, qui représente quand même le sommet. Mais oui, mais sauf que lui, il parle aux ouvriers. Donc, en fait, les gens sont trompés, en fait. Ah oui, bien sûr. Ils sont trompés. Ah, mais ils sont trompés, oui. Mais le seul qui avait, et te dire, Bernie Sanders, il est démocrate. Oui, hein. Démocrate, Il a été sénateur, pour y revenir. Donc il y a quand même, je crois, 80... 2 ans. Il a été réélu avec 82% non, des plus voix. de 80, je crois qu'il a 84, 85 ans. Oui, il a été réélu avec 82% des voix. Démocrate. Tous les candidats démocrates qui se présentaient dans le cadre de la politique de Bernie Sanders ont été réélus. Tous. Ah, ça c'est quand même extrêmement évocateur et ça veut dire quelque chose. Mais c'est Bernie Sanders. Bernie Sanders se revendique socialiste. Rappelons-le. Rappelons, et ça c'est Danny qui me l'avait fait observer à l'époque, rappelons qu'à l'époque de Woodstock et de la guerre du Vietnam, il y avait un parti communiste américain qui était puissant, et notamment sur les campus américains, c'est-à-dire dans le milieu étudiant. Et là, c'est là où c'est très intéressant de rappeler l'histoire américaine, c'est que pour la première fois de l'histoire américaine, le peuple américain a imposé au gouvernement la paix au Vietnam. Parce qu'il y avait des manifestations monstres, parce que les jeunes refusaient de partir au Vietnam, et parce qu'il y a eu Woodstock, et qu'il y a eu la contestation dans les universités américaines. Et c'est Danny, je le remercie, qui m'a fait remarquer à quel point, immédiatement après 1969 et ce qui s'était passé dans les universités, le système américain a été chamboulé et est devenu privé. C'est ça, Danny? Oui, enfin, l'après Woodstock est extrêmement préoccupant parce que pendant 3 jours, il y avait un demi-million de jeunes Américains venus écouter de la musique et qui remettaient en cause le système. Et l'oligarchie a complètement pris peur à ce moment-là et ils ont mis un plan en place pour reprendre la main. Et une des premières choses, parce que l'université était ouverte à tous et les milieux populaires avaient gagné l'université. Et la première des décisions qui a été prise par l'oligarchie, c'était de virer tous les profs progressistes pour mettre en place des profs réactionnaires. Donc 15-16 août 69, Woodstock, et septembre 69, rentrée des universités avec la moitié des profs qui ont été changés pour des profs réactionnaires. Alors, je voudrais terminer par un point, parce qu'on présente souvent Joe Biden comme étant sympathique, gentil, doux. Moi, je l'appelle la momie, hein, mais dans le sens du film, c'est-à-dire l'horreur. Bon. Mais Joe Biden, il est chrétien et toute sa vie politique, il va soutenir l'establishment. Il est un farouche partisan de la propriété intellectuelle. Il est un activiste de la guerre en Bosnie, de la guerre menée par l'OTAN au nom de la démocratie et des droits de l'homme, puis de la guerre au Kosovo. Il est aussi celui qui impose Hamid Karzai en Afghanistan contre l'expression de la volonté des Afghans. Il est pour l'élimination de Saddam Hussein. Alors que, par ailleurs, Joe Biden organise des auditions sur l'Irak, il en conclut que les États-Unis n'ont d'autre choix que d'éliminer Saddam Hussein, mais soutient une opération menée dans le cadre de l'ONU 63, comme l'extrême majorité du Congrès. Il vote également en faveur du Patriot Act, c'est-à-dire sur la question du terrorisme, et en octobre 2002, en faveur de la résolution autorisant le président George Bush à mener des opérations militaires à l'encontre de l'Irak. Il a une vision confessionnelle, hein, c'est-à-dire l'historien Jean-Pierre Filu
estime que la vision de l'Irak par Biden est définie par des critères strictement confessionnels, sans prise en compte du sentiment national irakien, ni des conséquences pour le reste du Moyen-Orient. Donc on voit que partout où les Américains passent, et avec Biden, c'est la catastrophe et le chaos qui règnent. Contre l'imposition des riches, rapport avec les minorités noires, ils contestent les minorités noires, puis ils s'en rapprochent après pour obtenir leur vote dans le cadre de l'élection. Donc Biden a été le pire de tous les présidents américains après Obama, qui lui a carrément ouvert la porte à Trump. Voilà, les États-Unis, pour terminer, je terminerai par Emmanuel Todd, explique qu'il faut une grande défaite américaine pour que la paix dans le monde triomphe. Merci Fabrice, encore une fois pour cet éclairage et ce travail remarquable que tu nous fais tous les premiers. Absolument, boulot magnifique. Tous les